Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au crash d'un Boeing 737-200 d'Air Algérie le 6 mars 2003. Cet événement, cet accident est très intéressant d'un point de vue professionnel parce qu'il s'agit d'un décrochage après la panne du moteur gauche au décollage au moment de la rotation. Et s'il y a bien une action à laquelle les équipages sont extrêmement entraînés et s'entraînent en permanence, c'est la panne moteur au décollage. Alors pourquoi est-ce que l'Air Algérie en 2003 s'est-il écrasé au décollage de Tamanrasset? Je vous propose de découvrir tout ça juste après le jingle. Il est 15h15 local lorsque le Air Algérie 6289 s'apprête à décoller de Tamanrasset, situé dans le sud de l'Algérie, pour relier Alger via une escale à Gargadia où certains passagers doivent descendre et d'autres doivent monter. Le Boeing 737-200, c'est l'immatriculation 7TVEZ ou 7 Tango Victor Echo Zulu en langage aéronautique. Il va y avoir 102 victimes et un seul survivant. Le vol est opéré par un commandant de bord qui a beaucoup d'expérience, qui est d'ailleurs biqualification, Boeing 737 et 767, et est prévu dans 2 jours pour faire un vol avec rien d'autre que le président de l'Algérie. C'est donc un pilote accrédité pour les vols présidentiels. En place droite, sa copilote, Fatima Youssif, 5215 heures de vol, est la première femme pilote chez Algérie. Et vous doutez bien que ça ne s'est pas fait sans une forte dose de motivation, d'envie, de résilience et de passion pour l'aérien. À l'arrière, au niveau des passagers, vous avez des Algériens, du japonais, de l'allemand, des Pays-Bas, français et des chanceux, si on peut dire, 3 personnes, 3 passagers français, tunisiens, algériens, eh bien, suite à des histoires de papier, se sont retrouvés dans un autre vol, seront initialement mis sur la liste des victimes, mais seront retirés après. Ils ont loupé leur vol pour des raisons administratives et cela leur a sauvé la vie. Alors, dans un premier temps, regardons rapidement ce qu'est le 737-200. Ça date de 1965, le concept, ça vole depuis 1967. C'était plus petit, c'était moins cher que ces fameux 727. Vous pouvez emporter, fonction des configurations, 85 à 215 passagers et c'était un couloir étroit. Et depuis 2004, c'est le seul couloir étroit, le 737, fabriqué par Boeing. Vous avez en 2018 plus de 10 000 avions qui ont été livrés. Le premier client, c'est pour un 737-100, c'était la Lufthansa. Le 200, celui dont il est question aujourd'hui, c'est une version rallongée qui vole depuis avril 1968. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différentes familles à l'intérieur des 737. Vous avez dans les années 80 le 300, le 400, le 500. Vous avez ce qu'on appelle les 737 classiques, propulsés par le CFM 56. Dans les années 90, vous avez l'arrivée du 737 NG, nouvelle génération avec les 600, 700, 800, 900. Et au niveau des tailles, vous avez des avions qui font 31 à 42 mètres de long et des masses aux alentours des 60 tonnes. Le gros concurrent, c'est bien sûr l'Airbus A320 que vous connaissez bien sur la chaîne. Et ça vaut entre 80 et 120 millions de dollars pièce, fonction des options. Les nouveaux 737 sont les 737 MAX sur lesquels j'ai fait ma qualification de type chez Air Canada en 2000. Et ça remonte, 2017. Ces MAX, ils ont principalement une nouvelle motorisation, le LEAP 1B. Et pour ce qui est de l'accidentologie des 737, le premier accident mortel, c'était sur un 200, le 8 décembre 72, à Chicago, où vous aviez eu des survivants quand même, mais vous avez eu ce premier accident. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès 2006, vous aviez en permanence 1250 737 en vol, avec 2 décollages ou atterrissages toutes les 5 secondes. Et je vous parle de 2006, les chiffres que j'ai trouvés. Tamanrasset, c'est à 1900 km d'Alger. Et oui, c'est pas à côté, c'est en altitude. Vous êtes à 1400 mètres de haut et vous êtes à 400 km au nord de la frontière malienne. C'est à la fois du civil, mais il y a également du militaire. Avec en 2013, vous aviez du Sukhoi 30, du MiG-29 et du Mi-24 qui étaient basés là. Le terrain, pour être précis, est à 4518 pieds, 1377 mètres, et vous avez une piste, une 0,220 de 3600 mètres. 3600 mètres, une piste assez longue, ce qui est nécessaire quand vous êtes en altitude et que, il fait chaud.
Vous avez également la 0826 qui, elle, fait 3100 mètres et qui permet également les mouvements aériens. Alors maintenant, les faits. Ce vol Air Algérie 6289 a plus de 3 heures de retard. Le commandant de bord arrive tard, je ne sais pas exactement pourquoi. Il sera pilot monitoring. Son objectif, c'est d'assister la copilote qui est pilot flying, qui va gérer la préparation du vol et la conduite de l'aéronef. Elle prépare des éléments de performance, calcule une V1 vitesse au-dessus de laquelle vous allez continuer le vol. Vous avez une panne majeure avant V1, 144 nœuds ce jour-là, vous interrompez le décollage, c'est le commandant de bord qui a la main sur la manette des gaz qui va réduire, c'est sa décision. VR, vitesse à laquelle vous commencez à tirer sur le yoke du 737, 146 nœuds. Vous voyez en gros qu'on peut interrompre le décollage quasiment jusqu'au moment de la rotation ce jour-là, grâce à la longueur de la piste. Et une V2, qui est votre vitesse minimum à avoir en cas de panne moteur pour pouvoir vous sustenter et pour pouvoir passer de seuil de piste à 35 pieds et continuer avec un minimum de 200 pieds minutes. Ça, c'est la réglementation. Petite précision sur Boeing 737-200, si vous êtes en vol, on va dire, à 160 nœuds et qu'à ce moment-là, vous perdez le moteur, vous ne réduisez pas la vitesse vers V2 150 nœuds, vous maintenez 160 nœuds. Si vous êtes au-dessus de V2 plus 25 nœuds. Donc si ce jour-là, vous êtes au-dessus de 175 nœuds, par exemple 180 nœuds, vous réduisez votre vitesse jusqu'à 175 nœuds. L'objectif de tout ça, c'est de vous donner de la marge par rapport à V2 et s'assurer que même si votre charge de travail est très prise par autre chose, vous n'allez pas passer sous V2. Parce que passer sous V2, c'est la mort. Ça vous rapproche également de VMCA, la vitesse minimum de contrôle air. Et ça, c'est très important de le comprendre sur un bimoteur. Quand vous avez un moteur, un réacteur en panne d'un côté, ça pousse fort sur une aile, ça ne pousse plus d'un côté. Et si vous laissez votre vitesse aller sous cette vitesse-là, vous allez avoir cette poussée dissymétrique qui va rendre votre avion plus contrôlable. Et la seule porte de sortie, c'est de réduire la puissance sur le moteur qui pousse. Et là, forcément, vous doutez bien, c'est une situation d'avenir. Donc, la V2, c'est la vie lors d'une panne moteur au décollage ou lors de la montée initiale. Nous sommes entraînés à y faire face et à faire très, très, très attention à ça. Ce jour-là, le vent vient du 330 pour 12 nœuds. Le décollage a lieu en piste 02. Vous avez donc un vent qui vient de 50 degrés de la gauche. Et la panne qui va venir incapaciter le réacteur gauche va survenir 5 secondes après la rotation. L'avion montera un apex de 400 pieds, 160 nœuds à la vitesse maximum, et après l'avion va ne faire que réduire sa vitesse, réduire sa vitesse après la panne, 5 secondes après le décollage, jusqu'à arriver au stick shaker, donc l'invertisseur de décrochage 10 secondes avant le crash, et 6 secondes avant le crash, l'alarme du GPWS, donc l'alarme de proximité au sol qui va dire « Don't sink », ne vous enfoncez pas, et un avion qui va venir malheureusement s'écraser à gauche de la piste, juste à la limite du terrain. Alors comment est-ce que c'est possible avec un commandant de bord de 48 ans qui a plus de 10 000 heures, 10 760 heures, qui a 1087 heures sur type, qui a 40 heures dans les 30 derniers jours sur type, et qui a fait son dernier simulateur le 13 mars 2003, comment est-ce que c'est possible de se retrouver à décrocher comme ça dans un cas-là, avec une copilote de 44 ans, qui a 1292 heures sur type, qui a 62 heures dans les 30 derniers jours, donc qui n'est pas spécialement fatigué, et avec un avion qui a été mis en service en 1983, le 9 décembre pour être précis, qui a 41 472 heures, qui a fait 27 184 cycles, eh bien, c'est du facteur humain. C'est du facteur humain, et ce que je vous propose, c'est que l'on rentre un petit peu dans le détail maintenant. Alors, les réacteurs en question, c'est des Pratt & Whitney JT8D17A, pour les plus puristes d'entre vous. Le moteur gauche a un peu plus de 30 000 heures, le moteur droit a 22 884 heures. Ils ont 10 tonnes de carburant à bord, ils sont quasiment à la masse maximum au décollage ce jour-là, mais ça ne pose pas de souci, hein, c'est autorisé, les performances permettront normalement en monomoteur de poursuivre une montée initiale. Il faut savoir quand même qu'il y a eu un petit souci de calcul au niveau des performances initialement, fait par les opérations, qui ont été détectées par la copilote, qui a fait la modification. Et donc vous avez une masse de 48 tonnes 708 pour une masse maximum au décollage autorisé de 49 tonnes 5. On est donc à 700 kg à peu près de la masse maximum. Le centrage est dans les règles et au niveau de la météo, il fait 23 degrés, donc c'est plus que correct. Un QNH à 1020, donc pas de souci au niveau de la pression et une très bonne visibilité et du vent, nous le disions, de la gauche.
Donc d'un point de vue météo, d'un point de vue technique, d'un point de vue avion, tout est bon. En cas de panne moteur au décollage sur cette piste, vous devez briefer normalement une poursuite dans l'axe, aller chercher le VOR et après partir en virage par la gauche. Avant chaque décollage, il y a un briefing avant décollage. Alors vous avez briefing avant départ, vous avez briefing avant décollage et vous avez un onglet sécurité. Qu'est-ce que l'on va faire en cas de panne mineure avant V1? En cas de panne majeure avant V1, on interrompt. Qu'est-ce qu'on fait en cas de panne mineure après V1? Qu'est-ce qu'on fait en cas de panne majeure après V1? Et on va rappeler quels sont les rôles et devoirs de chacun, qui va faire quoi dans le cockpit et quelles actions immédiates doivent être réalisées. Ça, c'est très important afin de faire de la préactivation mentale et raligner les PNT, personnel navigant technique, pilote, copilote, pilot flying, pilot monitoring, à quoi faire en cas de problème. Et on cultive cette anxiété dans l'aviation parce que l'anxiété bien utilisée nous pousse à nous préparer et nous pousse à mieux réagir dans une situation stressante, inattendue comme une explosion d'un moteur au décollage. Donc ces briefings avant décollage, c'est quelque chose qui est effectué en permanence, chaque vol. Même si vous faites 5 vols dans la journée, vous ferez 5 briefings avant décollage. Et spoiler alerte, ils ne l'ont pas fait. Le commandant de bord, comme je vous disais, est arrivé en retard. La copilote avait tout préparé. Au moment où elle veut lui faire son briefing, justement, qu'elle va annoncer la V1, la VR, la V2, eh bien, il se trouve que le chef de cabine principal, qui est également un homme de la quarantaine, rentre dans le cockpit et se met à discuter avec le commandant de bord. En français dans le texte, le commandant de bord interrompt la pilot flying lors de son briefing. À partir de là, le briefing ne sera jamais repris. La pilot flying fait les actions, amène l'avion à décoller. Le commandant de bord donne l'impression, au vu du compte-rendu d'enquête, d'être plus passager qu'autre chose, à discuter avec le chef de cabine principal. Cela va absolument à l'encontre d'un concept dans la ligne désormais mis en place qui s'appelle le stérile cockpit. Vous ne voulez pas parler de sujets non professionnels, non liés à la sécurité et la conduite des opérations, à une altitude inférieure à 10 000 pieds. C'est vrai en vol, en montée, en descente, c'est maintenant vrai également au sol, dans certaines phases, dans beaucoup de compagnies, cela fonctionne très bien. Regardez dans votre quotidien, si vous travaillez en open space, combien de fois on vient vous déranger, cela tue, cela crée des soucis dans l'aérien, donc nous avons mis en place ce cockpit stérile. Au moment de la course au décollage, tout se passe plus ou moins comme prévu, il y a mise en puissance, le commandant de bord garde sa main sur la manette des gaz jusqu'à V1, là il retire la main des gaz, rotation a lieu, un bang apparaît, et là la copilote elle annonce Bismillah, qui veut dire au nom de Dieu, c'est pour attirer la bénédiction divine, c'est quelque chose généralement que l'on dit de manière religieuse avant de faire une action. Et là, petit temps de sidération, il va s'en suivre un échange assez incroyable où en fait le commandant de bord va décider de reprendre les commandes et essayer de gérer la trajectoire. Mais il ne s'est pas préparé mentalement à cela. Il ne s'est pas du tout préactivé mentalement à gérer une panne au décollage. Et alors que la copilote fait la rotation, alors qu'il y a cette explosion, elle va faire l'annonce importante qui est « on rentre le train ». Et le commandant de bord, à ce moment-là, pilot monitoring, ne va jamais rentrer le train. Et si l'avion a décroché derrière, une grande partie de la responsabilité vient à cette traînée supplémentaire, traînée aérodynamique qui provient du train d'atterrissage. Également du fait que le commandant de bord va maintenir une assiette à 17 degrés, mais ce train ne les a pas aidés. Et la copilote pilot flying demande la rentrée du train, le commandant de bord dans son état de sidération ne le fait pas, personne ne va en reparler derrière. Pourquoi ? Parce que le commandant de bord va n'avoir comme seul, on va dire, objectif que de dire à sa copilote de laisse-le, lâche les commandes. Et si vous regardez le texte, il est en permanence en train de lui dire laisse-le, en gros, rends-moi les commandes, alors que la copilote a lâché les commandes. Et vous avez, pendant quasiment tout le temps de vol restant, une sorte de conflit entre la place gauche, conflit verbal, entre la place gauche et la place droite, où la place gauche est persuadée que la place droite touche aux manches, la place droite n'arrête pas de dire « je ne touche pas », ce qui tunnelise tout le monde, ce qui accapare l'attention de tout le monde sur un détail de qui a les commandes, qui fait quoi, plutôt que de permettre aux gens de mettre leurs ressources mentales, leurs ressources cognitives sur le plus important, et vous le savez si vous suivez cette chaîne, Aviate, Navigate, Communicate. 1, on pilote l'avion, 2, on navigue, 3, on communique. Et là, ce qu'il fallait faire, c'était Aviate. Aviate avec la bonne vitesse, j'ai 160 nœuds, je maintiens 160 nœuds.
Normalement, on avait réparti les rôles avant. En cas de panne, si le commandant de bord veut reprendre, très bien, mais prend 160 nœuds. Et déjà, il faut être franc, faire un changement à ce moment-là, ce n'est pas une situation d'avenir. Donc, rotation, 160 nœuds, on rentre le train, on maintient 160 nœuds, on touche à rien, on met du pied, on dit dead foot, dead engine, côté moteur gauche mort, pied gauche mort, on met du pied à droite, on attend, on touche à rien, après on passe une certaine altitude, on s'assure qu'on est bien les puissances maximum partout, et après on va pouvoir souffler un peu et lancer les checklists. Il faut bétonner, comme on dit, la vitesse et s'assurer d'avoir une attitude qui nous permette de maintenir la vitesse. Et là, le commandant de bord, lui, en fait, pour être très précis, c'est 18 degrés. Il va maintenir 18 degrés tout le long. 18 degrés qui fonctionnent avec les deux réacteurs. 18 degrés boule, ou maquette, comme on dit, qui ne fonctionne pas avec un seul réacteur et le train sorti. Et c'est pour ça que, progressivement, la vitesse va décroître et ils vont aller s'écraser à 160, à 1600 mètres sur la gauche de la piste. Alors là, je pense que c'est intéressant peut-être de parler un petit peu de comment on est formé sur 737. Dans un premier temps, vous allez avoir de la théorie. Alors là, ce que je vous donne, c'est le programme de formation de Chair Algérie à l'époque. Vous avez une première partie de théorie, donc vous allez avoir des groupes de 10 qui vont faire 11 jours de théorie, 75 heures de cours. Ensuite, derrière, 14 séances de 4 heures de simulateur qui ont 2 heures de briefing en amont, des briefings qui durent souvent une bonne heure derrière. Donc vous voyez 14 événements, 14 jours en fait de simulateur. Et après, derrière, à l'époque, c'était du hors-ligne, du base training, où vous aviez 3 vols de 90 minutes dédiés. Maintenant, on ne les fait plus grâce au nouveau simulateur. Et un vol de test. Donc vous n'arrivez pas, par hasard, aux commandes de ces avions, à savoir que dès 14 simulateurs, vous avez introduction des pannes dès la 6e séance. Après, tous les ans, vous avez un programme de ralignement, si on peut dire, de rentraînement, avec une journée de théorie et 2 jours de simulateur avec 2 fois 4 heures de simulateur, une fois par an, de manière à vous assurer d'être à jour sur les dernières choses à savoir, les dernières mises à jour, mais également vous réhabituer, vous rentraîner à gérer notamment toutes ces pannes au décollage. Alors si l'on regarde pourquoi est-ce que cet avion s'est écrasé, eh bien il y a des faits qui ressortent du compte-rendu d'accident. Vous avez la checklist avant mise en route et décollage qui ne sont pas effectuées, les procédures d'urgence non évoquées, donc là on est sur de la faute. C'est une déviation volontaire par rapport à la réglementation d'Air Algérie, même la réglementation aéronautique. Vous avez une avarie turbine haute pression gauche, donc vous avez le moteur gauche qui s'auto-mange, si vous voulez. Vous avez ensuite zéro communication sur l'urgence. Personne n'a annoncé, n'a cherché à détunneliser parce qu'ils n'ont pas réussi en disant « pas de réacteur gauche » ou « pas de réacteur 1 », de manière à lancer une séquence sur « Ah, ce qui nous intéresse, c'est la V2, ce qui nous intéresse, c'est ci, c'est ça ». Un commandant de bord qui reprend les commandes 8 secondes après la panne, donc vraiment au mauvais moment, à un moment où tout le monde est un petit peu encore dans une phase de sidération et qui n'a jamais rentré le train alors qu'on lui a demandé de rentrer le train. Une copilote qui, 4 secondes après s'être fait reprendre les commandes, ne sachant pas trop quel est son rôle, ne s'étant pas préparée mentalement, vu l'absence de support qu'elle a eu de la part du pilot monitoring depuis le début, à assumer cette fonction-là, qui parle à la radio en disant qu'ils ont un souci, mais qui parle à la radio 4 secondes après, alors que Aviate Navigate Communicate est là, il n'y a personne sur le terrain. Dernière chose à faire, c'est communiquer vers l'extérieur. Et ensuite, derrière, un maintien de l'assiette à 18 degrés qui amène au décrochage. Et là, j'ai choisi cet accident, alors que certains d'entre vous m'ont suggéré la dernière fois, donc merci beaucoup, c'était un accident très intéressant, pour venir parler de certaines thématiques qui, vous allez voir, s'exportent extrêmement bien au-delà du cockpit. Parce que dans l'aviation, comme vous le savez, on ne vit pas assez longtemps pour faire toutes les erreurs nous-mêmes. Il est indispensable d'apprendre des erreurs des autres, de manière à se créer plus d'expérience, à pouvoir mieux anticiper, comprendre nos limitations en tant qu'être humain. Et là, je pense que la plus belle limitation à rappeler, c'est celle que vous pouvez être commandant de bord avec des années d'expérience, avec l'autorisation d'emport du président. Si vous ne vous préactivez pas mentalement, votre expérience ne vous aidera pas. Votre mémoire à long terme, votre expérience accumulée ne vous aidera pas face à une situation comme ça très intense de stress, une situation qui nécessite une préactivation mentale en amont. Donc l'intégrité, c'est faire ce qui est juste même lorsque personne ne regarde. Ça commence par éviter ses fautes, par comprendre que les procédures, les briefings sont là pour se préactiver mentalement et que l'on ait 1 heure, 2 heures, 10 heures, 100 heures, 1000 heures, 2000 heures, 20 000 heures de vol, il faut les faire en pleine conscience. Je vous rappelle le cas de l'Airbus qui a failli finir dans un champ du côté de Charles de Gaulle parce que le collationnement n'avait pas été fait en pleine intelligence entre les pilotes et le contrôleur aérien.
même problème. Les procédures, les process sont là pour une bonne raison et c'est notre sécurité en tant que pilote ou en tant que passager ou personne au sol. À partir de là, la rigueur est absolument nécessaire. Et une des raisons pour lesquelles on est plusieurs aussi dans le cockpit, dans les avions de ligne, c'est pour justement s'amener vers plus de rigueur. Quand vous avez à côté de vous quelqu'un de très rigoureux, si vous êtes naturellement un peu moins rigoureux, ça vous raligne. On est là pour s'inspirer les uns les autres à être plus rigoureux. L'autre gros point de cet accident, c'est la tunnelisation, vous l'aurez bien vu, avec un commandant de bord qui dit lâche, lâche, laisse, laisse. Et il y a sa copilote qui est à côté, qui apparemment ne touche pas les commandes. Le commandant de bord qui continue avec lâche, enlève ta main, ou encore une fois, enlève ta main. Donc il a quasiment fait que ça, il était tunnelisé sur peut-être une gêne, un ressenti différent, et il avait intellectualisé que le problème venait du fait que la copilote ne lui avait pas bien transféré les commandes, donc il était tunnelisé sur cette idée, incapable de prendre du recul et sûrement de regarder la vitesse. Il est probable qu'il n'ait jamais ou très peu regardé la vitesse, ce qui a entraîné l'accident. Même problème du côté de la copilote qui n'a jamais annoncé la vitesse ou pouce dans le manche, ou qui a absolument arrêté d'être proactive sur la gestion de l'attitude de l'avion à partir du moment où on lui a retiré le rôle de pilot flying. Et c'est pour ça qu'un autre point, c'est celui de la définition des rôles. Pilot flying, pilot monitoring, nous avons une panne, voilà qui fait quoi. La répartition des rôles, c'est très important. Je vous rappelle que dans la plupart des équipages d'avions de ligne, en cas de panne, maintenant, après la checklist, on fait un foredeck. Quels sont les faits, quelles sont les options, quels sont les risques, quelle est la décision que l'on prend, et derrière, c'est l'équipe qui fait quoi. Et souvent, dans des groupes qui fonctionnent mal, les rôles ne sont pas clairement définis. Autre petit point qui nous vient de l'US Navy, j'en ai déjà parlé, mais je pense que c'est important de le préciser. You're only as good as your next pass. Tu es seulement aussi bon que ta prochaine passe d'appontage. Il n'y a pas grand monde qui s'est tué à l'appontage, à son premier appontage depuis 1989. Des personnes se sont tuées ou se sont blessées à leur 50e, 100e, 200e, 300e appontage depuis. Chaque fois que l'on monte dans un avion, à chaque fois que l'on accepte une mission, il faut accepter de remettre en jeu sa crédibilité professionnelle, respecter l'industrie, se dire « je monte dans un 737-200, j'ai 10 800 heures de vol, peut-être que ma prochaine heure est ma dernière, peut-être que je vais être challengé à un niveau auquel je n'ai jamais été challengé avant ». C'est vrai qu'on est 1 heure de vol, c'est vrai qu'on est 10 000 heures de vol. Il faut garder cet état d'esprit du débutant, cette anxiété qui doit être maîtrisée, qui doit être adaptée, mais qui doit nous pousser à mieux nous préparer. Et moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est « es-tu prêt à vivre avec les conséquences de ton manque de préparation ?» Et faire cette checklist, faire ces briefings, fait partie de la préparation. 90% du succès de la mission, c'est la préparation. Le tout dernier point, c'est celui du cockpit stérile. Comme je vous disais, on essaye de minimiser toutes les communications qui n'ont pas trait directement à la sécurité ou au côté opérationnel du vol. Là, on est en 2003, c'était un concept qui est arrivé quand même plus tard, maintenant qui est appliqué également lors de la préparation de vol. On pourra en reparler dans le futur si vous voulez. Mais au final, ce qu'on peut retenir de ce vol Air Algérie, c'est répartition des rôles, préactivation mentale, quel que soit votre niveau d'expérience. Une autre petite phrase qu'on aime bien, c'est « Oh, vous avez 20 ans d'expérience, c'est bien, vous êtes un expert du passé ». On vit dans un monde qui n'arrête pas d'avancer, on vit dans un monde qui n'arrête pas de se développer, les avions changent, les procédures changent. Il faut avoir un état d'esprit du débutant, tous les jours arriver avec les chakras ouverts pour essayer d'apprendre quelque chose. Et en cas de souci, retour aux bases. Quel est le problème? On pilote, on navigue et derrière, on communique. Et la vitesse, c'est la vie. Allez, à bientôt peut-être pour une conférence dans votre entreprise, une formation ou dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, on sort des vidéos le lundi, le vendredi. Merci à Hugo pour le montage et d'ici la prochaine, fly safe.